Plus qu'un peintre, Raphaël est un mythe. Et son art est l'expression achevée de la peinture. De son vivant, il fut admiré, célébré et aimé, sans cesse sollicité par les commanditaires les plus renommés, les plus fortunés, qui le firent ployer sous le poids d'un travail usant et effréné. Sa mort aussi soudaine que prématurée changea son existence en destin légendaire, fixant à jamais son image dans l'éternelle jeunesse de sa fécondité. En 37 années, Raphaël trouva pourtant le temps de réaliser avec le même succès une synthèse du Quattrocento et un bond en avant dans le Cinquecento. 37 années d'une vie entièrement dévolue à son art, d'emprunt aux maîtres du passé comme à ceux de son temps, pour qu'à travers leurs multiples influences savamment réfléchies, s'exprime le génie propre de cet être solaire. « 1483. Né sous une bonne étoile. L'Italien Raffaello Santi naît le 6 avril 1483 dans la ville d'Urbino, au cœur de cette région des Marches où s'épanouit alors la culture humaniste. Maggia, sa mère, est la fille d'un négociant urbinate. Giovanni, son père, est un peintre local au modeste talent, mais curieux des recherches et des innovations de la peinture de son temps. La Renaissance bat son plein lorsque Raphaël voit le jour. Le vieux Piero della Francesca travaille à ses dernières toiles. Sandro Botticelli a 38 ans, Léonard de Vinci en a 31, et un garçonnet de 8 ans prénommé Michelangelo ignore que 25 ans plus tard, il signera les fresques de cette chapelle Sixtine dont le pape Sixte IV vient d'achever la construction. « 1484-1499. Une enfance fertile. Depuis sa prime enfance, Raphaël assiste son père en broyant ses couleurs, en lavant ses pinceaux. À l'âge de 8 ans, il se retrouve seul avec lui, lorsqu'à l'automne 1491, meurt coup sur coup sa grand-mère et sa mère. 3 ans plus tard, son père revient malade de Mantoue et décède à son tour. Le petit orphelin entre en apprentissage chez Timoteo Vitti, jeune peintre d'Urbino auprès duquel il progresse. Mais Vitti n'a bientôt plus rien à lui apprendre, et Raphaël le quitte pour Pérouse, en Ombrie, où il intègre l'atelier du Pérugin, l'un des maîtres les plus appréciés du moment. À son contact, le jeune artiste abandonne toute velléité d'expression personnelle. Il consacre tous ses efforts à copier le style et la technique du Pérugin. Effort payant, puisqu'il se révèle bientôt impossible de distinguer les œuvres de l'élève de celles de son maître. 1504. Le jeune maître. À 17 ans, Raphaël se voit confier la réalisation d'un tableau d'autel pour l'église Sant'Agostino de Città di Castello. Le contrat de commande le cite en tant que maître, terme qui désigne à cette époque un peintre indépendant. Au cours de ces années, l'influence du Pérugin, évidente dans ses premières œuvres, s'estompe peu à peu. Raphaël travaille d'arrache-pied à des tableaux dont la composition gagne en clarté et l'attitude des personnages en naturel. Il s'intéresse de près à la vie artistique de Venise, de Rome et de Florence, où se trouvent alors Michel-Ange et Léonard de Vinci. Souhaitant progresser dans son art, il obtient de la sœur du duc d'Urbino une lettre de recommandation destinée au gonfalonier de la cité toscane. Le porteur de ceci sera Raphaël, peintre d'Urbino, qui a décidé de demeurer quelque temps à Florence pour y étudier. Je le recommande chaleureusement à votre excellence. 1505-1508. Les années florentines. À Florence, Raphaël s'attache à enrichir son art en fréquentant les œuvres de son temps et les chefs-d'œuvre du passé. Les travaux de Masaccio, de Léonard, de Michel-Ange l'incitent à étudier encore davantage. Il accomplit bientôt des progrès extraordinaires qui l'obligent à faire face aux nombreuses commandes affluant de Florence, Pérouse, Assise, Vienne, Urbino, Venise ou Rome. Le rythme frénétique de son existence ne déteint pourtant pas sur ses œuvres, dont la beauté sereine laisse à imaginer une vie des plus paisibles. Sa renommée grandit alors que celle de Florence est peu à peu amoindrie par celle de Rome, où le pape Jules II pratique une brillante politique des arts, politique dont Raphaël va être l'un des heureux bénéficiaires. 1509-1511. Les chambres du Vatican. Poussé par son ambition, Raphaël quitte Florence pour Rome à la fin de l'année 1508, abandonnant tous ses travaux en cours. L'occasion de ce départ, il la doit au peintre et architecte Donato Bramante,
qui dirige les chantiers de Saint-Pierre. Lorsqu'il arrive au Vatican, une équipe travaille déjà à la décoration des anciens appartements de Nicolas V. Les suggestions qu'il soumet à Jules II enchantent le pape au point qu'il congédie les autres peintres et confie la maîtrise de l'ouvrage à ce jeune homme de 26 ans. Avec quantité d'assistants et d'élèves, Raphaël commence par la chambre de la signature. Le génie qu'il y déploie est aussitôt reconnu par la cour papale. À Rome, il n'est pas un notable qui ne veuille posséder un échantillon de l'art de Raphaël, et notre artiste se voit contraint d'accepter les nombreuses commandes qui lui sont adressées. 1512-1514. Les commandes Chigi. Le banquier Agostino Chigi est l'un des plus puissants personnages de Rome. Sur les bords du Tibre, il possède une somptueuse villa dans laquelle il a installé sa maîtresse et où il mène grand train. Il demande à Raphaël d'en décorer la loggia orientale. Suivant une fresque pour sa chapelle de Santa Maria della Pace, les plans, les mosaïques, et une statue pour sa chapelle funéraire de Santa Maria del Popolo. En février 1513, le pape Jules II meurt. Léon X, qui lui succède, accorde à Raphaël faveur et protection. À la mort de Bramante, il le nomme architecte de la nouvelle basilique Saint-Pierre, responsable de toutes les grandes entreprises du nouveau pontificat. Notre homme s'apprête à vivre l'apogée de sa carrière. 1515-1519. Une gloire romaine. Mobilisé par ses nouvelles responsabilités à la cour vaticane, Raphaël délaisse quelque peu la peinture. Il confie le plus souvent à ses élèves le soin d'exécuter les toiles et les fresques dont il a conçu le projet. En revanche, il dessine les plans de la Villa Madama pour le futur pape Clément VII et une salle de bain pour le cardinal Libbiena, dirige des fouilles archéologiques, prépare une carte de la Rome antique et organise les grandes fêtes romaines. Il signe aussi quelques chefs-d'œuvre comme Saint-Michel terrassant le démon. Le succès lui sourit et il s'épuise au travail et dans la compagnie des femmes. Il a conquis la plénitude de son art et atteint le sommet de la gloire. Pourtant, sa fin est proche. 1520. Une mort foudroyante. Poussé à se marier par son ami le cardinal Bibbiena, Raphaël consent à épouser la nièce de celui-ci. Les noces doivent avoir lieu au printemps 1520, mais le destin a d'autres plans. Un soir de mars, il rentre précipitamment chez lui, en proie à une fièvre causée par la fatigue et par un méchant coup de froid. Conscient de la gravité de son mal, il rédige un testament et meurt une semaine plus tard, le 6 avril 1520, vendredi saint et jour de son 37e anniversaire. Pour lui rendre hommage, la cour pontificale prend le deuil, un honneur réservé d'ordinaire au pape et à certains hommes d'État. Raphaël est enterré à Rome, au Panthéon, et l'on peut lire la fascination qu'il exerça sur ses contemporains dans l'épitaphe que lui consacra Pietro Bembo. Si Raphaël, à sa vue la nature craignit d'être vaincue par lui. Aujourd'hui il est mort, elle craint de mourir.